Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce matin pour parler diversité et labels sociaux. Donc vous êtes à la délégation Île-de-France du groupe AFNOR pour l'un de nos derniers ateliers de ce semestre. Très vite, alors juste pour vous rappeler que les ateliers Île-de-France continuent dès la rentrée avec de nombreuses interventions. Là, on est dans un cycle pour vous présenter les différents labels. Je laisse très vite la parole à notre experte du jour. Bonjour à tous, donc je suis Violaine Trajan, experte sur les thématiques diversité et égalité professionnelle, et j'ai le plaisir de vous parler dès à présent et de vous présenter les labels égalité professionnelle et diversité. Donc pour l'occasion, j'ai préparé un support. Déjà, vous dire en deux mots le déroulé de cette webconférence. Donc, pourquoi effectivement s'engager dans une démarche de labellisation. Donc, nous allons revenir sur les définitions des discriminations, de la diversité, de l'égalité professionnelle, des études statistiques à connaître, j'en parlerai un petit peu rapidement, et des définitions et revenir sur l'arsenal juridique, c'est important également, pour vous dire les bénéfices en dernier dans l'entreprise. Nous poursuivrons avec le cahier des charges des labels en un clin d'œil. Donc, nous présenterons les 7 domaines du cahier des charges que vous déclinez quand si vous décidez de vous engager dans cette démarche, et des exemples de bonnes pratiques. Donc, pourquoi les labels? Alors, les labellisés sont nombreux à nous dire que déjà, ça permet de véhiculer une bonne image d'un organisme. Ça permet d'attirer une clientèle plus large, de cibler de nouveaux marchés et d'attirer des talents. Donc, avec cela, on augmente et forcément le volume d'activité en affichant des valeurs. La mixité est une source de performance, c'est le thème de notre conférence. En effet, le fait de recruter plus largement dans l'entreprise et de s'interroger sur des valeurs, ça aussi amène certaines innovations, ça fait réfléchir en interne sur la stratégie à développer et d'autres sujets encore. Et surtout, ça permet de rester, d'attirer des nouveaux talents. Ça permet aussi d'initier une démarche de développement durable et ça fait la différence au niveau commercial et au niveau de l'attractivité et ça apporte du sens. Aujourd'hui, les jeunes sont intéressés par des entreprises qui vont afficher des valeurs, qui vont s'engager pour eux-mêmes pouvoir s'engager. Un deuxième point fort, c'est que ça facilite et accompagne le dialogue social dans l'entreprise. En effet, les labels, ça implique les représentants du personnel. Quand on décide une politique, on le fait avec les représentants du personnel en impliquant le maximum de personnes de l'entreprise. Et quand on implique, forcément, ça facilite les réflexions et les actions pour aménager le temps de travail. Donc cela a un effet, les labellisés nous le disent, sur le turnover, par exemple. Il y a des entreprises qui vont nous dire que ça a permis de faire baisser le turnover de 20 à 2%. Ça a un effet aussi sur l'absentéisme, de réfléchir sur l'organisation du temps de travail avec le prisme diversité ou égalité professionnelle. Ça a aussi un effet sur le dynamisme des équipes. Enfin, un autre axe important, ça permet de prévenir les risques. Le fait d'être informé sur les discriminations, l'arsenal juridique et sur l'égalité professionnelle, on évite de se mettre en infraction et donc on évite des risques financiers, juridiques et aussi de réputation. Il y a des entreprises qui ont pu surtout aujourd'hui avec à l'ère des réseaux sociaux, on fait l'objet de polémiques parce que une faute juridique ou un non-respect de la loi. Enfin, dernier axe important des labels, c'est un outil de communication, c'est un outil de conduite de changement, un outil de management, de performance. Bref, on pourrait décliner encore ce levier, cet outil qui est une force, un levier puissant. L'actualité des labels. Pourquoi les labels? Aujourd'hui, c'est une grande cause du quinquennat. Le gouvernement porte ses valeurs au plus haut sommet, au plus haut étage de l'État. C'est aussi des ministères et des collectivités qui s'engagent. Aujourd'hui, des ministères de l'Intérieur, de la Culture, des Affaires étrangères, des armées, les ministères sociaux sont labellisés. D'autres se préparent, comme le ministère, les services du Premier ministre ou la Défense.
C'est aussi des grandes collectivités qui sont aujourd'hui labellisées, donc qui peuvent, grâce au label, entraîner d'autres acteurs. Et pour le label diversité, nous sommes dans les 10 ans du label, donc ce qui permet aussi de réfléchir sur l'évolution du cahier des charges. Nous sommes actuellement effectivement en train de s'interroger sur des nouveaux thèmes qui pourraient être ajoutés dans le cahier des charges, comme l'intelligence artificielle, les nouveaux modes du travail, la question des aidants et l'international. Nous avons des médias labellisés comme le CSA, France Télévisions, Radio France, TF1, Arte bientôt. Vous dire aussi que le sommet du G7 va être labellisé événement grande égalité. À ce jour, les mini-sommets ont déjà reçu leur certification. Donc, ça nous a permis, à la demande de l'Élysée, de développer un nouveau label qui est événement égalité. Sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une grande cause du quinquennat. Le gouvernement a souhaité, pour la première fois, labelliser le label, alors égalité, mais aussi norme ISO 20121 qui permet de préparer un événement sous le prisme de la responsabilité sociétale. L'index de l'égalité aussi des rémunérations femmes-hommes, c'est aujourd'hui une demande, une commande qui est imposée aux entreprises de publier la note d'index sur l'écart des rémunérations. Et enfin, le Conseil de la mixité professionnelle et de l'égalité dans l'industrie qui organise des semaines industrie pour sensibiliser ce milieu pour que il y ait plus de femmes qui s'engagent dès leur scolarité et qui choisissent des métiers scientifiques, puisqu'aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées dans ce milieu. Donc hier, nous étions au ministère pour présenter le label, justement, qui a des axes pour agir dans ce domaine. Des études statistiques à connaître, j'engage à après regarder l'étude de France Stratégie qui en 2016 a fait une étude sur le coût économique de la discrimination en entreprise, donc avec plusieurs scénarios. Il a évalué à 150 milliards d'euros de pertes du fait des discriminations. Alors, ils ont fait une projection entre ceux qui travaillaient et ceux qui n'avaient pas accès à l'emploi, les pertes pour l'économie et pour le PIB. De se priver de talents et de pas recruter dans un panel très large. Une autre étude, ou plutôt baromètre à connaître, c'est le baromètre du défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail. Chaque année publie un baromètre. Celui de 2018 disait encore que le monde professionnel apparaît encore comme un milieu discriminant. Une personne sur 4 déclare avoir fait l'objet de propos et de comportements stigmatisants dans l'environnement professionnel. Donc ça implique, dit qu'il faut se mobiliser dans l'entreprise pour agir encore et encore, puisqu'il y a encore une personne sur 4 qui se sent discriminée. Et le fait de se sentir discriminé, ça a un effet sur effectivement son travail, son environnement et donc la performance de l'entreprise. Donc, discrimination rapidement, des définitions. Donc, la discrimination est une différence de traitement réservée à un individu. La diversité inclut en contraire toutes les facettes de l'individu, culture, religion, expérience professionnelle, opinion. Et le code pénal compte 25 critères de discrimination qui sont prohibés par la loi. Des critères liés à la caractéristique de la personne, l'âge, le physique, le genre, l'orientation sexuelle. Ensuite, des caractères liés directement ou indirectement à l'origine ou à la situation sociale. Le fait d'habiter dans un quartier, par exemple, politique de la ville, d'avoir une domiciliation bancaire particulière, d'avoir des origines étrangères. Et enfin, des critères liés aux convictions, à l'engagement politique, syndical, religieux également. Donc, ce sont des critères qui on ne peut pas discriminer pour ces raisons-là. Il y en a 25 à connaître. Je vous invite à regarder le site du Défenseur des droits qui les explique un par un. Donc, des lois aussi à avoir en tête, la loi 2001 relative à la lutte contre les discriminations, la loi 2004 qui crée la Haute Autorité de lutte contre la discrimination, la HALD, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation de la citoyenneté, et la loi de 2008 portant sur les diverses mesures d'adaptation aux droits communautaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations, 2012 également sur l'emploi dans la fonction publique, et des articles du Code du travail, articles
qui indique qu'un salarié ne peut être écarté d'un recrutement, d'une formation, encore d'une sanction ou licencié en raison de critères discriminants dont je viens de parler. Donc, c'est important de connaître cette personnel juridique quand on gère des ressources humaines pour veiller à ne pas discriminer. Parfois, il arrive qu'on discrimine sans s'en rendre compte. Si je continue avec l'inégalité professionnelle, donc là aussi un arsenal juridique qui est très dense, qui remonte à plus de 30-40 ans, puisque la première loi remonte à 1972 sur l'égalité salariale. Après, pour parler des lois les plus récentes, c'est celle qui impose en 2012 de réaliser un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. La négociation collective aussi, qui impose le fait d'avoir autour de 4 axes un accord avec les organisations syndicales sur l'écart des rémunérations, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention des violences faites aux agents et aux salariés sur leur lieu de travail. La lutte contre le sexisme aussi est cadrée et gérée par la loi. Le fait de respecter des quotas de sexe dans les instances dirigeantes. L'index de l'égalité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une loi de 2018 et qui est traduite via un décret de janvier 2019 qui, vous le savez, depuis mars 2019, impose aux entreprises, alors de plus de 1000 salariés, de publier leur note d'index. En septembre prochain seront concernant les entreprises entre 250 et 1000 salariés. Et enfin, la loi Pacte qui dit qu'il faut lors d'un recrutement, avoir un homme, une femme à chaque fois dans tout le processus de recrutement. Donc les inégalités professionnelles, si on les définit, si on identifie les facteurs explicatifs. Alors, ils sont dus à l'impact de la maternité, les inégalités dues au temps partiel, la question du salaire d'appoint, la répartition des femmes sur le marché du travail, une concentration dans certaines typologies de métiers et dans d'autres métiers, du fait de la prédominance féminine, les métiers sont sous-valorisés. Et enfin, la question du plafond de verre et de la discrimination au poste de direction, d'administration ou de cadre. Plus on monte dans la hiérarchie, moins les femmes sont présentes. Donc cela, c'est important de l'avoir en tête aussi si on veut agir sur ces facteurs-là pour les faire changer. Donc des labels, alors, qui sont les labellisés aujourd'hui Excusez-moi. Alors, les labels égalité, donc ce sont des labels d'État. Le label égalité professionnelle a été créé en 2004. Il est publié par le SDFE, le Secrétariat des droits des femmes. Il vise à promouvoir l'égalité professionnelle et la mixité entre les femmes et les hommes. Le label diversité, lui, a été créé en 2008, donc pour favoriser le dialogue social, prévenir les discriminations et promouvoir la diversité à l'initiative de l'État et de l'ANDRH. Donc, il permet de reconnaître toute politique et action engagée en faveur de l'égalité des chances et qui vise à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité sous toutes les formes. Donc, on est dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Il répond à 25 critères dont je vous ai parlé. Donc, en 2016, le dispositif Alliance est créé pour relier les deux labels. Donc, ça permet d'avoir un socle commun, un seul cahier des charges, un seul dossier de candidature et des modalités d'évaluation, audit combiné sur site, par exemple, un rapport d'audit commun qui donc permet d'identifier les points forts, les points faibles, les points d'amélioration, et donc de développer des axes de stratégie d'audition de candidats devant les commissions. Donc là, ça reste propre à chaque label. Et des durées identiques des cycles qui sont donc 48 mois avec un audit de suivi à 2 ans. Donc c'est 4 ans et un audit de suivi à 2 ans. Les parties distinctes, donc les bureaux et commissions. Donc, une fois que l'audit a eu lieu, votre dossier est présenté à un bureau qui est composé de 3 corps collèges. Il y a des représentants du personnel, des représentants du milieu patronal et des membres de l'État. Et donc, ces 3 collèges vont décider si le dossier peut être présenté à la commission. Et alors, à la commission,
là, vous êtes invité à présenter votre projet devant les membres de la commission pour expliquer vos motivations et répondre à quelques questions. Donc, 2 logos spécifiques pour chacun des labels que vous voyez en haut à droite, label égalité, label diversité. Alors, le cahier des charges en un clin d'œil. Il y a 7 parties thématiques. Ces 7 parties permettent de structurer en fait votre organisation des ressources humaines. Et donc, en suivant les 7 domaines, c'est suivre un peu un mode d'emploi pour arriver en fait à changer des pratiques et à inculquer des valeurs liées sur la diversité ou l'égalité. Donc déjà, vous faites un état des lieux. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place sur l'égalité ou sur la diversité? En général, les entreprises nous disent que ça leur permet de valoriser l'existant, que souvent, les entreprises développent beaucoup de politiques, mais ne s'en rendent pas toujours compte, ou en tout cas ne le partagent pas avec les autres directions et les salariés. Donc, ça permet de faire un état des lieux et ensuite un diagnostic, savoir par rapport au cahier des charges, qu'est-ce qui resterait à faire si on veut répondre aux critères du cahier des charges. Et une fois cet état des lieux et ce diagnostic réalisé, on fait une analyse de risque. Donc, c'est au regard du rapport de situation comparée, tout ce qui porte sur l'égalité salariale, la lutte contre le sexisme, la promotion dans l'entreprise, la mixité des métiers, tout ça, vous faites une analyse de risque, où on en est et qu'est-ce qu'il nous reste à faire et où sont nos risques par rapport à l'arsenal juridique. Pareil, le label diversité, ce travail est fait au regard des 25 critères de discrimination. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que quand on recrute, on veille à, par exemple, à ne pas faire une annonce qui discrimine? Est-ce qu'on ouvre au maximum? Est-ce qu'on va chercher d'autres canaux de candidats, par exemple, en démultipliant les annonces, en les mettant dans plusieurs organismes? Deuxième axe, une fois qu'on a fait l'état des lieux, le diagnostic, les risques, l'analyse des risques, on peut définir et mettre en œuvre une politique, diversité et égalité, ou diversité seulement, ou égalité professionnelle. Et donc là, en fonction d'état des lieux et du diagnostic, on va donc identifier des actions et puis des objectifs pour les atteindre avec des moyens. C'est par exemple la direction est engagée, elle nomme un référent, elle donne un budget, des réunions sont organisées avec les différents services, on implique les organisations syndicales. Et ensuite, on vise des objectifs dans le temps et aussi des objectifs chiffrés. Par exemple, on voudrait féminiser plus les métiers à hauteur de 10% dans 1 an ou dans 2 ans, etc. Donc, le domaine 3, lui, concerne la cellule d'écoute. Et il doit s'appliquer surtout et seulement pour le label diversité. L'entreprise doit mettre en place dans l'entreprise une cellule d'écoute qui permet de recueillir et de traiter toute réclamation interne ou externe. Externe, c'est par exemple un candidat qui a été reçu, qui n'est pas retenu et qui s'est senti discriminé. Il doit pouvoir en parler à la cellule d'écoute. Donc, la cellule d'écoute va ensuite analyser et traiter ces réclamations qui, d'ailleurs, pourront servir à alimenter le plan d'action. Sur la cellule d'écoute, si vous choisissez que le label égalité, on voit des entreprises qui vont quand même la déployer parce que c'est aujourd'hui ça permet de répondre à l'obligation d'agir pour lutter contre les agissements sexistes et sexuels. Donc, ça permet aussi de recueillir des situations ou des réclamations sur ces sujets-là. Donc, ça peut aussi être mis en place et c'est assez bénéfique. Le domaine 4, c'est une fois qu'on a fait l'état des lieux, on a défini notre politique, on va communiquer en interne pour que tout le monde soit informé. C'est ça un peu le nerf du label, c'est que plus en interne les échelons et les cadres et les collaborateurs sont informés, et mieux le label vit dans l'entreprise. Donc on communique en interne via des intranet, via des affiches, ça peut être des actions aussi, table ronde, des expositions, ça peut être des réflexions en interne ou même table ronde, cinéma, enfin c'est assez large, hein, on peut aller très loin. Donc on sensibilise aussi, c'est tout ce qui est sensibiliser par exemple aux 25 critères, est-ce qu'ils sont connus, qu'est-ce que c'est que de discriminer par exemple sur le genre,
sur l'orientation sexuelle ou la religion. Ça permet de bien savoir de quoi on parle, ou sensibiliser sur les stéréotypes, lutter contre les stéréotypes. C'est vrai que c'est souvent le fait d'avoir ce qu'on appelle les biais inconscients, on reproduit des attitudes qui finalement sont sexistes et qui sont stéréotypées, et donc ça nous permet d'agir là aussi. Cinquième axe, là c'est le cœur du label, c'est tout ce qui porte sur la gestion des ressources humaines, c'est la prise en compte de la politique d'égalité ou de mixité professionnelle ou de diversité dans la gestion des ressources humaines. Donc ce domaine-là est très, très détaillé, puisque on suit le chemin du recrutement à l'accueil du collaborateur, ou alors du non-recrutement, ensuite de l'évolution professionnelle dans son entreprise, c'est la formation, c'est la promotion, c'est aussi le fait de la mobilité interne ou externe, s'il y a des filiales, c'est aussi tout ce qui porte sur l'équilibre des temps de vie, le télétravail par exemple, tous les services qui peuvent être mis en place pour soutenir les retours de congé maternité, par exemple, accès au mode d'accueil. Est-ce que l'entreprise a mis en place des services pour faciliter cela? Donc ça, c'est un chapitre qui est assez dense et qui permet de bien structurer la gestion des ressources humaines. Donc pour le label égalité, les particularités, c'est que c'est une politique d'égalité salariale qui est mise en place. C'est donc, est-ce du coup, avec le RSE, est-ce que les salaires sont égaux? Est-ce que les promotions sont justes? Et est-ce qu'on agit pour mixer les métiers? Alors, c'est par exemple, on va chercher dans les écoles où on fait des partenariats avec des missions locales, des écoles pour attirer des nouveaux talents. En revanche, sur la diversité, ce qui est important, c'est les modalités de recrutement et suivi des candidatures. Quand on recrute, est-ce qu'on a fait attention aux 25 critères? Est-ce qu'on n'a pas discriminé sur une question d'origine, de sexe, etc. Vous savez, il y a des testings qui sont menés, campagnes de testing par le défenseur des droits, qui peuvent dénoncer après des comportements, en tout cas des gestions de ressources humaines de groupe. Domaine 6, communication externe, ancrage territorial en relation avec les fournisseurs et usagers. C'est aussi un axe très fort si on l'investit avec dynamisme, puisque c'est par exemple communiquer en interne pour dire que le label, l'entreprise est labellisée et qu'est-ce qu'elle fait pour cela. Donc ça peut être des sensibilisations si on diffuse des produits pour le grand public, de le dire. Si par exemple les médias peuvent avoir des actions sur ces sujets. Un ancrage territorial, c'est aussi par exemple organiser des événements pour sensibiliser les autres acteurs qui sont sur le même territoire. Alors là, je pense par exemple à une ville. Dijon nous expliquait lors d'une webconférence qu'ils avaient organisé des rencontres territoriales avec les entreprises du territoire, des associations, les habitants, pour parler des discriminations, de la manière de lutter contre les discriminations, de faire connaître les politiques. C'est aussi dans le cadre de la relation avec les fournisseurs. Là, on va dire aux fournisseurs que déjà, on a une attente particulière sur ces sujets-là. On peut, si on fait un appel à projet ou d'offre, demander à ce que le fournisseur lui-même soit aussi sensibilisé ou labellisé sur l'égalité ou diversité. Et aussi, si on est un service public, aux usagers de l'indiquer. Et si on est une entreprise, on peut l'indiquer et sensibiliser nos clients, ses clients. Septième axe, quand on a mené toute cette politique, à la fin, on évalue et donc on se mesure, on fait des bilans, et donc ça veut dire de mettre en place des indicateurs pour voir si notre politique est bien déployée et si elle a un effet attendu. Alors si oui, on peut améliorer et on va peut-être viser certains objectifs et de les renforcer. Sinon, on peut développer des nouvelles politiques. Alors, témoignages de labellisés. Donc, nous avons des grands groupes aujourd'hui, beaucoup de grands groupes qui ont des filiales à l'étranger, un peu moins nombreuses les PME, TPE, mais on est en train de revoir le dispositif pour qu'elles s'engagent plus, et beaucoup d'acteurs publics, les ministères, les grandes villes. Alors, on a Bordeaux qui arrive, Paris qui va être labellisé, mais sinon on entraîne.
et Lyon qui sont labellisés déjà, des villes plus petites aussi, mais donc on a beaucoup d'acteurs publics qui sont intéressés, des conseils généraux également. Donc c'est les plus du label, c'est nos labellisés disent bon ben on a reconnu nos parties prenantes, les financements, les clients, les usagers. Ça permet d'attirer aussi lors des recrutements. Il y a des filiales où les métiers sont en tension, ben les labels sont un plus. C'est aussi s'engager et s'améliorer dans le temps. Ça, c'est important de repérer ce qui peut être amélioré pour être plus performant ou pour développer de nouveaux axes qui dynamisent le cœur de l'entreprise ou de l'administration. Ça formalise des procédures pour recruter, pour former, pour aller chercher des nouveaux talents ou des nouveaux clients, des nouveaux marchés, etc. Ça apporte du sens puisque les équipes se retrouvent fédérées autour d'un projet commun. Les entreprises, par exemple, ont remarqué que le fait de parler de ces thématiques, ça avait suscité l'engouement pour s'engager des collaborateurs qui se sont investis dans leur vie privée, dans des associations, ou qui sont devenus parrains ou marraines auprès de jeunes, par exemple. Ça suscite ça réveille l'engagement. C'est aussi s'ancrer dans un territoire, puisqu'on peut agir aussi dans le territoire sur ses valeurs. Donc, ça donne une bonne image de l'entreprise. Ça permet d'innover et de se différencier et de réfléchir sur son modèle économique pour réduire les coûts, les impacts sur l'environnement, mais aussi sur les questions sociétales. Alors, les moins du label, c'est effectivement le temps à consacrer, puisqu'il faut déjà emmener toutes les strates de l'entreprise. Et pour ça, il faut qu'il y ait toute la hiérarchie qui soit impliquée, qui porte le sujet, sinon c'est plus compliqué. Alors, quand on a tout ça en tête, quand on est sensibilisé, on évite, voilà, c'est des images que j'ai retrouvées sur le net qui sont soit discriminantes, soit racistes, soit sexistes. Donc là, vous voyez en haut à gauche, c'est une campagne qui a été réalisée par l'Éducation nationale pour recruter des professeurs. Donc, c'était une campagne sexiste puisqu'on voit un homme qui est penché sur son ordinateur, qui est ambitieux. Il a trouvé un poste à la hauteur de son ambition, alors que la jeune femme, elle lit dans une cuisine ou dans sa chambre. Elle a trouvé un poste de ses rêves, donc elle est pas ambitieuse. Donc ça, elle a été décriée. À côté, vous avez une campagne qui était faite pour le lancement d'un carnet de santé dans les Bouches-du-Rhône. Donc là aussi, très sexiste, puisque le garçon veut grandir et la jeune fille mesure sa taille, donc on suppose qu'elle veut avoir une taille mince. Encore à droite, c'est donc H&M qui avait fait cette campagne pour des sweatshirts, donc qui a été retirée parce qu'elle était raciste. On voit un petit enfant blanc qui un pull orange qui lui est expert de la survie, et le petit enfant de couleur, bah lui, il est le singe le plus cool de la jungle. Donc ça, c'est une publicité qui a été décriée également. En bas, donc c'est une plus récente sur les libertés, égalité, beau fessier, donc pub sexiste qui a été retirée de pas mal de villes et qui ont été choquées de cette pub. Le message est étonnant. Là en dessous, c'est Dove qui a fait une campagne pour un savon. Donc là aussi, c'est une campagne qui a été dite raciste. Et enfin, la dernière, c'est une enquête qui a été réalisée par le Défenseur des droits avec la ville de Villeurbanne auprès des établissements bancaires. Et c'est un testing. Ils se sont rendus compte que les chargés de clientèle des banques discriminaient, l'accès à l'emprunt était réservé plutôt aux hommes blancs qu'à d'autres types de personnes. Donc, ça a permis aux établissements bancaires, ce testing, de sensibiliser leurs chargés de clientèle pour éviter à l'avenir de discriminer. Donc, avec les lunettes de la prévention, on évite tout ça. Les bonnes pratiques, je regarde. Donc, j'ai Angie qui nous avait fait un retour d'expérience sur un outil d'autodiagnostic qui peut vous partager, des documents de pilotage uniformisés, la création d'une base commune pour rassembler les documents et donc pour structurer après ces parties, pour répondre au cahier des charges, et c'est aussi en interne pour se structurer. Les bonnes pratiques domaine 3, donc là j'ai une plaquette
alors oui, il y avait Angie qui avait fait une plaquette qui définissait tous les critères prohibés, c'est assez intéressant. La cellule d'écoute à l'Audiscreen qui était intéressante aussi. Et là, c'est un visuel qui a été fait par Campenon Bernard pour faire connaître la cellule d'écoute. Donc c'était un flashcode, c'était assez, ça marchait bien. Domaine 4, donc tout ce qui est, j'essaie de passer. Alors, les exemples. Alors, c'est l'exemple de bonne pratique, c'est tout ce qui est gestion des ressources humaines. Donc là, vous voyez, c'est la ville de Dijon qui nous avait détaillé la manière dont elle recrutait, donc rédiger l'offre, tout ce qu'elle se posait comme question, les contraintes du poste, féminisation systématique de l'annonce, aspect handicap, description, activité, mission de manière objective. Donc après, c'était aussi diffusion de l'offre pour s'assurer qu'elle était diffuse dans beaucoup d'endroits pour avoir beaucoup de candidatures différentes. Réception des candidats, qu'est-ce qui était fait, donc c'est tracé en fait, comment ils sont reçus, comment on les présélectionne. Donc c'est des critères objectifs qui sont dressés. Donc ça permet de choisir, de prendre sa décision sur des critères objectifs. Les entretiens, voilà, comment ils sont menés, mixité des candidats avec un service utilisateur, mixité si possible dans la composition du jury, des choses incontournables auxquelles il faut penser. Donc compte rendu de la sélection, donc on trace pourquoi, voilà, on compare et donc ça permet de prendre sa décision, et puis réponse aux candidats. Voilà, ça c'est important de se souvenir de tout ça. Domaine 6, donc là, l'exemple à Dijon, j'en ai parlé, mais c'était des rencontres territoriales qui maintenant organisent tous les ans. Donc la prochaine, je crois, est le 5 juillet. Donc là, voilà, c'est avec les forces économiques, associatives, les habitants. Donc ça permet de faire connaître l'engagement de la ville et puis de faire connaître aussi leur service de cellule d'écoute, parce qu'à Dijon, la cellule d'écoute est devenue un service municipal. Et puis d'entraîner d'autres communes. Donc voilà, après cet exposé, vous dire que nous avons un test en ligne qui vous permet de vous évaluer, qui est gratuit. 20 questions pour évaluer sa maturité. Il y a les rubriques des labellisés qui partagent leurs bonnes pratiques. Vous pouvez vous voir ce que disent les grands groupes, PME et organismes publics. Si vous voulez aller vous faire un diagnostic et pas directement aller à l'audit, on vous conseille la visite d'évaluation sur site qui est de courte durée, qui va vous permettre, au regard du cahier des charges, d'identifier vos bonnes pratiques et puis vos axes d'amélioration et de vous préparer à l'audit. En général, c'est plutôt bienvenu de faire une visite d'évaluation. Des sites ressources aussi, que je partage, c'est l'ANACT, le Défenseur des droits, le SDFE, le ministère du Travail, le Haut Conseil de l'égalité femmes-hommes, la Charte de la diversité et bien sûr AFNOR. Le processus de labellisation. Donc, vous déposez votre candidature, le retour du dossier est complet à AFNOR. Ensuite, on organise l'audit avec vous. Et puis, il y a le passage en commission et en bureau. Alors là, on ne maîtrise pas les temps parce qu'on dépend de leur calendrier. Décision de labellisation et puis maintien, donc labellisé pour 4 ans avec un suivi à 2 ans. Donc, lors de la planification, l'organisme est informé du délai de 3 mois jusqu'à la fin de l'audit. Après 15 jours de l'audit, le rapport d'évaluation vous est transmis et ensuite, après, il y a les commissions là où il faut voir avec eux à quel moment vous passez. Mais il y a une commission et un bureau tous les mois à peu près, sauf l'été. Donc, on a développé un dispositif pour l'international qui reprend le cahier des charges, mais qui est un peu plus simple puisque la législation en Europe est pas la même qu'en France sur les critères, notamment de discrimination. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'on a aussi une prestation qui s'adresse pour l'international, à la demande des groupes d'ailleurs, où on a développé ça récemment. Voilà, et pour conclure, ce sont des labels sources de performance, d'innovation, d'attractivité, des labels qui permettent de se différencier. Et le fait de labelliser, on appartient à une communauté sur les bonnes pratiques et on a des professionnels dédiés. Donc, on a un petit peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas. Et puis, je me tourne vers Violaine, on pourra envoyer la présentation aux participants. Ok, donc on vous l'enverra dans la journée. Alors oui, effectivement, si vous avez des questions
qui vous reste après cette présentation qui, j'espère, a été complète et claire? Pour l'instant, pas de questions. Donc, ben, s'il n'y a pas de questions, on peut vous... alors, je ne sais pas s'il y a un replay de cette Elles webconférence. sont toutes enregistrées. Voilà, donc vous pourrez la regarder. En tout cas, parlez-en autour de vous, parce que c'est des labels qui ne sont pas assez connus, hélas. Si je suis porte-parole des labellisés, ils attendent de l'État. Alors, nous sommes proactifs auprès des ministères pour qu'il y ait des remises. En principe, en octobre, il y aura une cérémonie pour les 10 ans du label diversité. On aimerait aussi avoir une cérémonie sur l'égalité. Donc là, on travaille pour avoir des dates. Voilà. Toujours pas de questions. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie. Oui, oui. Vous avez les coordonnées de... Voilà, donc ils sont là. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail, me contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je vous envoie le cahier des charges et qui est téléchargeable sur notre site web ou être mis en relation avec des groupes qui veulent bien partager leurs documents ressources ou leurs bonnes pratiques. N'hésitez pas. Nous sommes là pour répondre. Ok. Ben, merci beaucoup. Et puis, on espère vous revoir sur un prochain webinaire, peut-être sur un autre sujet ou ce sujet-là. Voilà. Merci de votre attention. Au revoir.